Bienvenue à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le langage secret qui se cache derrière absolument tout ce qui bouge autour de nous. Que ce soit un geste de la main ou le décollage d'une fusée, les maths nous offrent des outils incroyables pour tout comprendre. Et on va voir que parfois ces outils ont des noms plutôt surprenants. Alors, on commence direct avec une question qui semble sortie de nulle part. Quel peut bien être le lien entre le démarrage un peu brusque du métro ce matin, un ascenseur et des mascottes de céréales? Ça paraît absurde, mais promis, à la fin de cette explication, tout fera sens. Mais avant de résoudre ce mystère, il faut qu'on parle le même langage. On va donc repartir des bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Bon, tout commence avec la position. C'est le point de départ le plus simple qui soit. La question c'est juste, où se trouve cet objet à cet instant T? C'est notre repère fondamental. À partir de là, on passe à la première dérivée, la vitesse. Et là, attention, il y a une nuance importante. Ce n'est pas juste une question de rapidité. C'est la rapidité et la direction. Aller à 100 km/h, c'est une chose. Aller à 100 km/h vers le nord, c'en est une autre. Et cette distinction est absolument cruciale en physique. Souvent, dans la vie de tous les jours, on utilise le mot vitesse pour les deux. Mais scientifiquement, la vitesse est un vecteur. Elle a un sens, une direction. Si on enlève cette direction et qu'on ne garde que le chiffre, le combien vite, alors on parle de célérité ou de vitesse scalaire. Allez, on monte encore d'un cran avec la deuxième dérivée, l'accélération. Celle-là, elle est particulière parce que c'est la seule qu'on peut vraiment sentir physiquement. Quand on est collé à son siège dans une voiture qui démarre fort, c'est l'accélération. Elle nous dit à quel point la vitesse est en train de changer. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Position, vitesse, accélération, on a fait le tour, non? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va maintenant explorer la troisième dérivée. Voici le jerk, ou comme on l'appelle en français, l'à-coup. Le jerk, c'est la variation de l'accélération. En gros, c'est ce qui fait la différence entre un mouvement fluide et un mouvement saccadé. C'est une notion capitale pour les ingénieurs qui veulent assurer notre confort, que ce soit dans un TGV ou des montagnes russes. Cet exemple est parfait pour visualiser le concept. Imaginez, si on appuie doucement et progressivement sur l'accélérateur, l'accélération augmente en douceur. Le jerk est faible, le voyage est agréable. Mais si on met un grand coup de gaz d'un seul coup, l'accélération change brutalement. Le jerk est élevé et on se prend cette secousse que nous plaque au siège. C'est là que les choses prennent une tournure, disons, inattendue. On va maintenant s'aventurer au-delà des trois premières dérivées pour découvrir une sorte de blague d'initié, une private joke au sein de la communauté scientifique. Alors, voilà les dérivées d'ordre 4, 5 et 6. Et regardez bien les noms informels, snap, crackle, pop. Oui, si ça vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. On commence avec la quatrième dérivée, le snap. Le snap, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le taux de changement du jerk. C'est en quelque sorte la variation de la secousse. Et ne vous fiez pas à son nom un peu cartoon. Contrôler le snap, c'est une affaire extrêmement sérieuse. C'est absolument vital dans des domaines comme l'aérospatiale ou la robotique de précision. Pour qu'un drone filme une image stable ou qu'une sonde atteigne sa cible à des millions de kilomètres, il faut minimiser le snap. Et on ne s'arrête pas là. Après le snap, on trouve la cinquième dérivée, le crackle, et la sixième, le pop. Ce n'est pas une blague. Bon, c'est vrai, ces deux-là sont beaucoup plus obscurs. On les utilise dans des domaines de recherche très pointus pour modéliser des phénomènes ultra rapides ou des vibrations très complexes où la moindre petite fluctuation a son importance. Et voilà, c'est écrit noir sur blanc, c'est bel et bien vrai. Pour nommer des concepts mathématiques ultra complexes, des scientifiques se sont tournés vers le rayon céréales de leur supermarché. Ça montre un côté très humain et un peu facétieux de la science, loin de l'image austère qu'on peut en avoir. Mais attendez, ce n'est pas fini. Vous pensiez qu'on avait atteint le summum de l'étrange avec les céréales? Pas du tout, le délire continue. Regardez-moi ça. On continue la série avec les dérivés 7, 8, 9 et 10. Et là, les références viennent de la culture pop, la danse hip-hop avec lock et drop, et même le lancer du poids aux Jeux Olympiques avec shot et put. Bien sûr, tout ça est très informel, mais ça montre bien comment les scientifiques se créent une culture commune avec leur propre code. D'accord, c'est amusant, mais au fond, d'où vient cette idée si puissante et si fondamentale des dérivés? Eh bien, son origine est une histoire de rivalité, une des plus grandes batailles intellectuelles de tous les temps. Au XVIIe siècle, on a deux génies, Isaac Newton en Angleterre et Gottfried Leibniz en Allemagne. Tous les deux, quasiment en même temps mais chacun de leur côté, inventent le calcul infinitésimal. Sauf qu'ils ne l'abordent pas du tout de la même manière. Newton le voit de façon très physique, comme un mouvement. Leibniz, lui, le voit de façon plus abstraite, plus symbolique. Et c'est là que ça a dégénéré en une querelle terrible. Chacun accusait l'autre de plagiat.
C'est monté si haut que la Royal Society, présidée par Newton lui-même, a officiellement déclaré Leibniz coupable de vol intellectuel. Cette rivalité a été si forte que les mathématiciens britanniques, par pur orgueil national, ont refusé pendant des décennies d'utiliser la notation de Leibniz, qui était pourtant bien plus pratique. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que de cette dispute historique est né un langage universel absolument magnifique. Toute cette chaîne de dérivés, de la simple vitesse jusqu'à pop, nous donne les mots pour décrire le mouvement de l'univers avec une précision de plus en plus fine. Ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si les physiciens faisaient une découverte majeure aujourd'hui, quelle référence de notre culture actuelle choisiraient-ils pour la baptiser? Quand on voit l'histoire de Snack, Crackle et Pop, on se dit que tout est possible. La science est bien plus créative et humaine qu'on ne le pense.